Entre Tirreno Adriatico et Milan-San Remo, Ouais. et il reste 2 jours ou 3 jours, et on fait une transplantation en voiture, et Ouais. nous roulons en vélo. Et par hasard, normalement, ce matin, je fais toujours, je m'excuse, de caca, hein, avant de partir, mais malheureusement, j'ai pas eu d'occasion de faire de caca. Et j'ai dit, pendant 1 heure, on va pisser. Moi, j'ai dit, OK. J'ai dit, Fabrizio, hey, médaille, un cappellino. J'ai dit, me Ouais, donne une ouais. casquette. Ouais, Et par ouais. hasard, j'ai une casquette ici, Ouais. dans ma poche. D'accord. C'est la même. Il donne une casquette à moi. Et je rentre un peu plus loin. Ah et oui. je sors le cuissard et je fais le caca dans Dans la casquette. la casquette. OK. Et après, je dis à Wilfried Peters, hey Wilfried, on met ça dans la voiture et on dit rien de tout. Oh là là. Et elle dit, hey Fabrizio, viens ici. Moi, je mets en dessous de siège de voiture et on part de nouveau à l'hôtel. Et on rentre à l'hôtel, il ferme la porte. Rien, encore rien de tout. Et la voiture est quelques heures fermée. Et le lendemain, il rentre dans la présentation de Milan-San Remo. Il ouvre la porte. Oh, évidemment, il y a une merde dedans incroyable. Hein. Alors, nous sommes ici chez Johan Musée sur les terres du Quarmont, un endroit absolument magnifique, un endroit historique. Donc, forcément, c'est pour ça que ça avait d'autant plus de valeur d'être chez Johan Musée. Johan Musée, je rappelle, 155 victoires professionnelles. Alors, dedans, on va pas toutes les citer évidemment, sinon on est parti pour 3 heures. Mais il y a les championnats du monde en 1996, 3 Tours des Flandres, 3 Paris-Roubaix, 2 circuits Utnisblad, 3 Kuurne-Bruxelles-Kuurne, 2 Coupes du Monde. Évidemment, on ne peut pas oublier son histoire avec le Tour de France, riche de 2 victoires d'étape et 10 maillots jaunes. Johan, merci beaucoup de nous recevoir ici. Avec plaisir. Alors, Johan, qui était le meilleur coureur de ta génération? À part toi, hein, évidemment. Ouais, à part moi, c'est qui? Bah, moi, je viens de générations qui ont plusieurs des vainqueurs. Pas comme maintenant. Maintenant, on a 5 coureurs maintenant qui gagnent tous. Dans notre génération, ils sont plusieurs. Donc, ils ont, par exemple, André Schmil est un très vraiment concurrent. Et surtout, les Italiens aussi, dans cette période aussi, sont très forts. Donc voilà, mais ok, moi je suis toujours au départ, je dis toujours, je suis prêt, c'est moi qui gagne. Ah, très bien. Qui était le coureur le plus méchant en course, le plus bad guy en course? Le méchant, le plus bad guy, ouais, c'est difficile cette question. Tu penses quelquefois, ok, par exemple, au début, je pense que Richard Virenque est un peu bizarre pour moi, mais j'ai roulé 2 ans dans la même équipe et c'est vraiment un bon mec. D'accord. Donc tu dois rouler ensemble pour savoir comme il est vraiment. Tu penses dans la course, putain, ok, lui là est un peu bizarre, il est méchant, mais ok, quand tu es ensemble dans une équipe, ça change beaucoup. Vraiment méchant, non. Qui était le plus drôle, le plus funny? Ouais, le plus drôle, dans notre génération, on fait des choses qui sont vraiment pour rigoler. Maintenant, c'est beaucoup changé maintenant. Mais le plus drôle, oh là 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 là. Ouais, par exemple, Nico Montan est aussi un mec qui est vraiment drôle, avec Frank van den Broek aussi. Donc voilà, on a roulé quelques années ensemble. Et quelquefois, on fait des choses qui sont vraiment pour rigoler. Qui était justement le plus fort pour faire la fête après la course? Bah, ça va être pour moi le même, c'est Nico Montan. Quand il est jeune, il est déjà différent que les autres. Il rit toujours, il est sérieux, mais pas vraiment sérieux. Mais ok, dans une équipe, il y a toujours un
une personne qui prend l'initiative pour avoir un peu d'autre chose que seulement la course. Ouais. Et c'était voilà. Le fait de Peter aussi, par exemple. Okay. Moi aussi, mais avec l'équipe, je suis vraiment différent dans un article avec des journalistes. Avec les journalistes, je suis très couvrir. Avec les équipiers, je suis très ouvert. D'accord. Qui était le coureur contre qui tu n'aimais pas sprinter? Pour commencer, je suis pas été un vrai sprinter. Non. Je suis vite après une course dure. Oui. Et j'ai gagné des sprints massifs, mais quand c'est vraiment un sprint massif contre Mario Cipollini, contre Tom Stales et aussi Abdou Japarov, et c'est lui que je dois dire, c'est dangereux de sprinter contre lui. Il était dangereux. Oui, il est fort, mais aussi une génération qui bouge un peu la ligne. D'accord. Et maintenant, on doit aller tout droit. Dans notre génération, il peut fermer un peu la porte. C'est ça. Donc voilà, il est vite, il est fort, il est russe aussi. Il vit encore en Italie pour l'instant, mais il est vraiment un sprinter qui prend des risques. C'est ça. On sait que tu t'entends bien avec tout le monde, mais est-ce qu'il y avait un coureur avec qui tu étais vraiment pas ami? Pas vraiment. Évidemment, tu as des personnes que tu aimes plus, tu parles plus. Par exemple, au début de la course, je parle beaucoup avec Peter van Petegem. Aussi gagné 2 fois Tour de Flandre et Roubaix. Oui. Mais au début, on roule derrière. Le premier 100 km, très relax, et on parle beaucoup. Quand la course commence, on fait la course, mais j'ai pas vraiment une personne, je dois dire, j'aime pas ou je parle pas. Non, je suis un coureur qui parle avec tout le monde. D'accord. Quelle est la plus belle victoire de ta carrière? Il y en a eu beaucoup. Quand tu as gagné une course, c'est très facile à dire. J'ai gagné plusieurs courses. Tu as commencé avec mon palmarès. Donc, mais je dis toujours le même de devenir champion du monde. D'accord. À Lugano en 96, c'est quelque chose de spécial. Donc, et surtout de porter le maillot une année, de tenir le maillot, c'est quelque chose de spécial. Qu'est-ce que ça fait quand on est avec le maillot? Il y a beaucoup de place autour de toi dans le peloton. Avant, vous êtes déjà un coureur qui est respecté, mais avec le maillot, tu as plus de respect. Donc, il frotte pas, il bouge pas. Donc, c'est ça. C'est presque... ça ouvre pour vous, pour le champion du monde. Quel est le plus mauvais moment de ta carrière? Ils sont pas plusieurs, mais ils sont des moments pas bien, surtout les 2 chutes, le chute à Paris-Roubaix et le chute aussi de nouveau avec le moto, et aussi à la fin de mon carrière que je dois dire, j'ai aussi pris des EPO. Donc ce sont des moments qui sont pas bien, pas facile pour dire, moi, je suis heureux maintenant, ça c'est le plus important. Donc pour moi la vie c'est difficile pour tout le monde, même quand vous êtes coureur cycliste, même quand vous êtes un champion, mais pour le moment je suis un homme très heureux. Tant mieux. Qui a été ton meilleur DS, ton meilleur directeur sportif? Je suis commencé avec le DS José Decauwer, 2 ans. Après Jean-Luc Van den Broek, 2 ans. Et après Patrick Lefevre, depuis longtemps, à la fin de mon carrière. Donc je dois choisir entre les 3. Mentalement, je dois dire José Decauwer, mais j'ai vraiment une bonne relation avec Patrick Lefevre. Il est devenu le directeur sportif. Après, il est allé le manager de l'équipe. Donc voilà, je prends le Patrick Lefevre. Qui est la personne ou justement le dirigeant qui a eu le plus d'influence dans ta carrière? Je dirais de nouveau José Decauwer. Je prends totalement Patrick Lefevre, mais pour dire au début, quand tu as besoin d'un directeur sportif pour le métier, pour expliquer tous,
parce que c'est une jungle. Hein? Oui. Tu viens néo-pro et c'est une jungle. Et tu as besoin d'un directeur sportif comme José de Kouwer dans notre génération. D'accord. Hein? Maintenant, c'est beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il avait de très fort, José de Kouwer? Mentalement, il parle avec toi, il explique tout. Après la course, il vient dans la chambre ou il vient au bar. On prend un petit café ensemble. Il y a beaucoup de contact avec lui. D'accord. Donc, et c'est besoin. Pour moi, un vrai directeur sportif doit parler beaucoup avec les coureurs, surtout avant la course et après la course. C'est ça, ok. Quel jour tu n'as absolument pas suivi la tactique de course, toi? Moi, je suis un coureur qui a roulé presque tous les coups sans rouette. Sans oreillette, ouais. Quand la rouette est devenue, c'est drôle pour nous parce que nous sommes des générations qui décident. Hein? Moi, je décide toujours, ok, on va tactiquement, on plan. Mais de suivre le plan, vraiment non. Quand le vent est à côté, je dis maintenant c'est le moment pour faire gaz. On fait le full gaz. Donc c'est presque toujours moi qui décide. On tourne aussi mon équipier. Par exemple, Wilfried Peters, il est aussi très clair de ça. Carlo Boomans aussi. Donc moi et avec mon équipier qui décide toujours. Tu te souviens de ta première victoire sur un vélo? Mon première victoire dans un cyclocross quand je suis 12 ans. Okay. Mon papa roule aussi de cyclocross et avant il a une course pour les petits et moi j'ai toujours le vélo avec et je prends le dossard et voilà, pam. Et c'était où? Je me rappelle plus, je pense que c'est à Lokeren. Okay. Et moi, je suis très frais. Je suis au départ dans une course avec le dossard dedans. Et voilà, je suis parti tout de suite, bam, à bloc. Et j'ai gagné cette course. J'ai pas de pensée ce jour-là. Je vais gagner encore le Tour de Flandre, Paris-Roubaix et d'autres courses. Mais vous êtes jeune. Tu vas être content, tu vas gagner, c'est tout. Tu vas être vraiment un enfant. Bien sûr. Quelle est tu en as fait beaucoup, tu étais très, très ouvert avec les autres coureurs, mais est-ce que tu te rappelles d'une blague, d'une grappe que tu as faite à un équipier ou à un mécano, je ne sais pas? J'ai pas encore demandé cette blague ou cette... en Italie, c'est aussi la première année que je roule dans une équipe italienne. Et le directeur sportif est Fabri, un ancien coureur. Et entre Tirreno Adriatico et Milan-San Remo, il y a reste 2 jours ou 3 jours, et on fait une transplantation en voiture, et nous roulons en vélo. Et par hasard, normalement, ce matin, je fais toujours, je m'excuse, de caca, avant de partir. Mais malheureusement, j'ai pas eu d'occasion de faire de caca. Et j'ai dit, pendant 1 heure, on va pisser. Moi, j'ai dit, ok. J'ai dit, Fabrizio, mi dai un cappellino. J'ai dit, me donne une casquette. Et par hasard, j'ai une casquette ici, dans ma poche. C'est la même. Il donne une casquette à moi et je rentre un peu plus loin et je sors le cuissard et je fais le caca dans dans la casquette. Dans la casquette, ok. Et après, je dis à Wilfried Peters, hey Wilfried, on met ça dans la voiture et on dit rien de tout. Oh là là. Et elle dit, hey Fabrizio, viens ici. Moi, je mets en dessous de siège de voiture. Et on part de nouveau à l'hôtel. Et on rentre à l'hôtel, il ferme la porte. Encore rien de tout. Et la voiture est quelques heures fermée. Et le lendemain, il rentre dans la présentation de Milan-San Remo. Il ouvre la porte. Évidemment, il y a une merde dedans incroyable. Et voilà. Et après, il demande à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il a fait ça? Et à ce moment, j'ai dit, Fabrizio, c'est moi qui a fait ça. C'est ça, d'accord. Ça sont des blagues que tu peux faire dans notre époque, mais
pas pour le moment, c'est un peu compliqué de faire ça maintenant. D'accord. Quelle chose tu voudrais changer dans ta carrière? Si tu peux changer une chose que tu n'as pas faite ou une chose dans ta carrière, c'est quoi? J'ai déjà dit, je suis un homme heureux, donc je pense que va changer rien de tout. Je suis respecté avec tout le monde. J'ai respecté aussi tout le monde, moi. Ah ouais. Maintenant, je peux parler, on peut aller partout. C'est pas des amis, j'ai des personnes qui sont vraiment des victimes. Oui. Ce sont tous des amis, donc je suis fier de ça. Je peux dire, ok, peut-être j'ai fait une erreur à la fin de mon carrière, depuis aussi la EPO, ok, j'ai fait une erreur, c'est vrai, comme beaucoup de personnes. D'accord. Non, j'ai pas vraiment quelque chose. Je dis maintenant, je vais changer des choses. Je suis heureux de rouler avec Patrick Lefebvre. Un moment, j'ai la chance de rouler dans une équipe en Espagne avec plus d'argent. Je fais non, je reste chez Patrick. Ok. Non, pas de regrets maintenant. Je dois changer quelque chose quand je peux aller de nouveau mon carrière. Est-ce que tu as eu un jour un très mauvais feeling sur le vélo, des très mauvaises sensations, où tu t'es dit là mes jambes sont trop lourdes, ça va pas aller, je vais pas pouvoir gagner ou oui et non, tu as des moments que tu dis ok c'est trop froid ou c'est trop chaud ou les jambes marchent pas, mais après la chute que j'ai eue de Paris-Roubaix, j'ai eu des gangrènes, donc on a presque coupé la jambe. Donc voilà, c'est un moment, après quelques mois très difficile de revenir. D'accord. C'est un moment difficile parce que vous êtes avant le champion qui lâche tout le monde. Et à certains moments, tu es lâché par les autres. C'est difficile de comprendre et de continuer aussi. Donc voilà, après le deux chutes qu'il y a eu graves, c'est difficile de revenir de nouveau. C'est ça. Quel jour, par contre, tu t'es senti le plus fort sur le vélo? Où tu t'es dit, là, c'est moi le meilleur? La semaine de Tour de Flandre et de Paris-Roubaix, le jour avant, j'ai fait toujours le maximum pour gagner les courses avant et j'ai dit, ok, j'ai gagné, mais aussi je me sens le plus fort. C'est ça. Et je suis toujours au départ de Tour de Flandre et Roubaix avec la mentalité, ok, moi je suis le plus fort, je peux gagner, j'ai beaucoup de chance, mais ok, il y a beaucoup de choses qui n'est pas possible aussi de gagner. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a un jour où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fais sur un vélo? Il fait froid, il pleut? Pas vraiment. Moi, j'ai pas toujours envie de faire le vélo. Mais maintenant, je roule encore beaucoup. Hier, j'ai fait 100 km dans le froid. Ok, c'est froid. Après 2 heures. Mais ok, après, après la douche, tu vas être heureux. Non, j'ai pas vraiment eu un moment que j'ai de dire, moi, qu'est-ce que je fais maintenant, même pas à la fin, quand je suis déjà 38 ans. J'ai dit, ok, c'est temps d'arrêter. Non, c'est un moment difficile d'arrêter parce que je suis encore vraiment amoureux de vélo. C'est ça, tu restes amoureux du vélo. C'est ma deuxième femme. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais raconté à personne durant ta carrière et que tu te dis, ben maintenant, on peut savoir ça? C'est une question un peu difficile pas de dire, mais de penser. Et je pense tout de suite, il y a quelque chose. C'est pas moi, c'est mon équipier. Je peux dire pas les noms. C'est au début qu'on a des barres. Des barres énergétiques. Énergétiques, 92, quelque chose comme ça. C'est Tour de Suisse, je me rappelle. Et c'est une marque des États-Unis. Ils sont trop difficile, trop durs. Trop durs. Et nous sommes en file indienne. Et le coureur qui est devant moi, mon équipier, il prend dans sa poche, il prend une barre. Et il fait la barre. Et j'ai dit, putain, on roule à 60 à l'heure, il fait la barre. Et
le moment qu'ils s'enlèvent le bar et qu'ils mettent à côté le Dentier. dentier est dedans. Donc, moi, je veux le bar disparu à droite et les dentés sont dedans. À ce moment, je me... Ah oui, tu rigolais comme... Je suis rigolé, hein, roule en 60 à l'heure, et c'est un moment que j'oublie pas. Et par hasard, à ce moment, le mec, mon équipier, en passe encore une deuxième avec. Et à ce moment, il doit rester 2 jours sans dentier. C'est un moment difficile pour moi. Et à ce moment ici, il y a toujours eu dans la coffre de voiture une deuxième paire. Ah oui. Ouais, voilà. Normalement, les gants, et les kawis, les vêtements de coureur sont dedans quand c'est mauvais temps. Mais lui, il avait un dentier. Toujours mettre après une deuxième dentier dedans. Très très bien, Johan. Merci beaucoup en tout cas. C'était vraiment très très agréable.